Une nuit d'octobre 1997, dans une région tranquille d'Australie, deux adolescentes marchent sur une route isolée sous un ciel étoilé. Elles viennent de quitter leur campement, direction une fête qui se trouve à quelques kilomètres. Elles ne le savent pas encore, mais une voiture qui va bientôt s'arrêter à leur hauteur va changer leur destin à jamais. Ce qu'elles vont traverser est considéré comme l'un des pires drames jamais documentés dans le pays. Et pourtant, tout a commencé comme une simple balade entre amis. Derrière ce crime, deux hommes au passé déjà bien chargé, connus des autorités. Alors comment ces deux jeunes filles, décrites comme responsables, ont-elles fini dans leur véhicule? Qu'est-ce qui a permis aux enquêteurs de les retrouver? Et surtout, comment un homme avec un tel casier judiciaire a-t-il pu rester libre? Aujourd'hui sur Crimes Obscurs FR, on revient sur l'une des affaires les plus marquantes du système judiciaire australien. Si ce genre de récit vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à faire connaître ce type d'enquête. Nous sommes à Bega, une petite ville paisible de Nouvelle-Galles du Sud. Il fait doux, l'été approche, et comme souvent pendant les vacances scolaires, un groupe d'ados a monté un campement sur les hauteurs, près de la plage de Tatra. L'endroit est reculé, entouré d'eucalyptus, difficile d'accès, mais parfait pour ceux qui veulent un peu de liberté sans être trop loin de la maison. Dans le groupe, il y a deux amis inséparables, Nicole Collins, 16 ans, et Lauren Barry, 14 ans. Elles partagent une passion pour l'équitation, une vraie complicité malgré leurs différences d'âge. Nicole est vive, extravertie, toujours souriante. Mais ce soir-là, on sent qu'elle est ailleurs. Elle pense à son ex, qu'elle espère croiser à une fête dans un village voisin. Lauren, plus discrète et réservée, décide de l'accompagner. À 21h, les deux filles quittent le campement, lampe torche à la main, bouteille de soda légèrement trafiquée dans l'autre. Elles s'engagent sur un chemin qui mène à la route principale. 1h30 de marche les attend. Mais en route, un véhicule ralentit. À son bord, Leslie Camilleri, 28 ans, et Lindsay Beckett, 23 ans. Deux marginaux, instables, sous l'effet de substances. Leur voiture, une Ford Telstar, est en mauvais état. À l'arrière, un téléviseur rose qu'ils viennent de récupérer pour régler une dette. Les deux hommes sont connus des forces de l'ordre pour une série d'infractions. Rien que Leslie a été condamné plus de 140 fois, dont pour des faits très graves. Il vient d'ailleurs d'être relâché sous caution pour un procès qui n'a pas abouti. Autant dire que le système judiciaire lui a offert un boulevard. Et franchement, quand on voit son parcours, on se demande comment c'est encore possible. Si vous aimez ce genre d'enquête et que vous voulez en découvrir d'autres, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR pour ne rien rater. Les circonstances exactes de la rencontre restent floues. Certains disent que les filles auraient accepté de monter, d'autres affirment qu'elles n'auraient jamais fait confiance à deux inconnus. Quoi qu'il en soit, elles finissent à l'arrière du véhicule. Mais un détail glace le sang. Les vitres ont été retirées et les portières sont bloquées par une sécurité enfant. Un piège parfait. Leslie conduit d'abord vers la plage, puis propose de passer par le campement pour que les filles préviennent leurs amis. Mais en empruntant un chemin de terre, la voiture frotte contre le sol. L'ambiance bascule. Leslie sort un couteau et menace les filles de les blesser si elles bougent. Lindsay suit le mouvement, sort son propre couteau. Les adolescentes, paniquées, comprennent qu'elles sont prises au piège. La voiture fait demi-tour. Direction la décharge de Old Woggot Road, un lieu isolé. C'est là que commencent les premiers sévices. Lauren et Nicole, terrifiées, sont séparées, agressées. Les deux hommes les déplacent ensuite, toujours plus loin, vers le sud. Ils s'arrêtent à plusieurs endroits où les scènes se répètent. À chaque pause, le cauchemar recommence. On ne vous décrira pas tout par respect pour les victimes, mais sachez que leur calvaire a duré plus de 12 heures. Et malgré la peur, malgré l'épuisement, elles ont continué à espérer une échappatoire. Dans la voiture, elles sont forcées de garder la tête baissée. Et si l'une d'elles tente de parler, Leslie les menace. À un moment, Lindsay prend le volant, Leslie son large. Mais en se réveillant, ce dernier explose de colère. Ils ne sont pas là où il voulait aller. Son plan initial était de les emmener vers un pont isolé pour se débarrasser d'elles. Mais le détour a tout changé. Il annonce à Lindsay que les filles ne peuvent pas repartir. Et c'est là que les deux adolescentes comprennent que leur sort est déjà scellé. L'aube approche. La voiture quitte la route principale et s'enfonce sur un chemin forestier, vers un lieu appelé Fiddler's Green Creek, un endroit reculé, silencieux. Leslie et Lindsay font sortir les filles, les forcent à marcher dans la forêt. Nicole trébuche, Lauren tombe. Elles sont poussées, maltraitées. Finalement, on les fait s'arrêter près d'un ruisseau. Et si tu es toujours là, abonne-toi à Crimes Obscurs FR vraiment. On va bientôt entrer dans la partie la plus sombre de cette affaire.
Et crois-moi, tu ne veux pas manquer la suite. Active la cloche aussi, c'est important. À cet instant, Leslie ordonne aux filles de se laver dans le ruisseau. Ce n'est pas par sadisme, il veut simplement effacer toute preuve, toute trace d'ADN. Puis il les fait s'asseoir, les attache, les bâillonne. Il les sépare. Lorraine est allongée au sol. Nicole est attachée à un arbre. Elles ne se voient plus, mais elles s'entendent encore respirer. Et au fond d'elles, elles ont compris. Il n'y aura pas de retour au campement, pas de discussion avec les amis, pas de retrouvailles avec les parents. Ce qu'il reste, c'est l'horreur et une dernière lueur d'espoir, qui ne tiendra pas longtemps. Leslie revient vers Lorraine. Il commence par essayer de la noyer dans le ruisseau, pensant en finir rapidement. Mais Lorraine se débat, avec une force incroyable. Elle se bat comme elle peut, même entravée. Et ce simple réflexe, cette résistance, déclenche chez Leslie une rage incontrôlable. Il sort un couteau et frappe. Une blessure mortelle à la gorge. C'est brutal, silencieux, rapide. Son corps, désormais sans vie, est emporté par le courant. Et pendant ce temps-là, Nicole entend tout. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque silence. Elle sait ce qui s'est passé. Quand Leslie revient vers elle, elle n'a plus besoin de poser la question, mais elle le fait quand même. Elle lui demande, travers son bâillon, s'il va la tuer. Il ne répond qu'un « tais-toi », suivi de plusieurs coups de lame. Elle résiste, elle lutte, même grièvement blessée. Il finit par la frapper, la maintenir au sol, et l'attaque de nouveau, jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Il faudra plusieurs coups pour en venir à bout. Une violence sans nom, une barbarie inhumaine. Et tu vois, c'est là qu'on touche à quelque chose d'absolument glaçant, parce que ces deux filles, qui avaient toute la vie devant elles, ont été prises au piège par deux hommes qui n'auraient jamais dû être libres. Et si ce jour d'enquête te parle, si tu veux qu'on continue à raconter ces histoires, abonne-toi à Crimes Obscurs FR maintenant. C'est ici qu'on met en lumière l'impensable. Après les meurtres, Leslie et Lindsay quittent les lieux, sans précaution. Ils laissent les corps là, pensant que personne ne les retrouvera. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à un point de vue, brûlent les vêtements, les liens, les preuves. Puis ils jettent les couteaux dans un lac. Et quelques jours plus tard, ils retournent même sur les lieux pour tenter de retrouver un objet qu'ils avaient laissé sur la route. Un téléviseur rose. Oui, un simple téléviseur. Un détail. Mais ce détail va tout changer. Car pendant ce temps, à Béga, l'inquiétude grandit. Les parents de Nicole et Lorraine donnent l'alerte. Personne ne les a vus depuis la veille. Les recherches s'organisent. Sentiers, plages, falaises, tout est passé au peigne fin. Très vite, les enquêteurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'une fugue. Et petit à petit, des indices surgissent. Une chemise, un pull, et ce fameux téléviseur rose, récupéré par un employé de la voirie. Il ne le sait pas encore, mais en le ramassant, il vient de sauver l'enquête. Grâce à un informateur, les enquêteurs entendent parler de Leslie Camilleri et Lindsay Beckett. Deux noms bien connus, deux profils qui cochent toutes les cases. Des criminels violents, instables, récidivistes. La police creuse, fouille, et retrouve une voiture volée abandonnée avec à l'intérieur des cartes de la région et des affaires appartenant à Lindsay. C'est le début de la fin pour eux. Les deux hommes sont arrêtés. Mais au début, ils nient tout. Leslie essaie même de brouiller les pistes, affirmant avoir donné le téléviseur à une œuvre de charité. Classique. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. Ils utilisent une stratégie redoutable. Confronter Lindsay à la nervosité de Leslie. Insister sur les incohérences, jouer sur leur séparation. Puis vient l'interrogatoire décisif. Lindsay commence à craquer. D'abord à demi-mot, puis totalement. Il finit par raconter tout. Les faits, les lieux, la chronologie. C'est un récit insoutenable, mais nécessaire. Et grâce à lui, le 13 novembre 1997, plus d'un mois après leur disparition, les corps de Lorraine et Nicole sont enfin retrouvés. Les familles peuvent enfin les pleurer. Et à ce moment-là, les Australiens découvrent avec effroi le passé de Leslie. 146 condamnations, des faits graves, des accusations d'agression sexuelle sur mineurs. Et pourtant, libre. Cette affaire va provoquer une onde de choc. Une réforme du système judiciaire sera adoptée dans la foulée pour durcir les conditions de libération sous caution. C'est terrible à dire, mais il a fallu que deux adolescentes perdent la vie dans des conditions atroces pour que les choses bougent. Les procès s'ouvrent en 1998 et 1999. Lindsay plaide coupable. Il est condamné à la prison à vie avec 35 ans incompressibles.
une première à l'époque. Leslie, lui, nie encore. Il accuse Lindsay d'avoir agi seul. Mais ça ne tient pas. Les témoignages sont accablants. Et quand une autre victime, rescapée d'une agression similaire 3 semaines plus tôt, vient témoigner, tout s'effondre. Le 27 avril 1999, Leslie est condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération. Il finira ses jours en détention, isolé des autres détenus pour sa propre sécurité. Et tu vois, on aurait pu penser que ça s'arrêterait là. Mais non. En 2012, Leslie est de nouveau accusé. Cette fois, dans l'affaire non résolue de Prudence Bird, 13 ans, disparue en 1992. Il finit par avouer, partiellement, sans jamais révéler où se trouve le corps. Il sera condamné à 28 années de prison supplémentaires. Symbolique, bien sûr. Mais cette affaire montre un schéma, une escalade. Leslie n'a jamais été un dérapage isolé. C'était un prédateur. Voilà pour l'affaire des meurtres de Bega. Une affaire qui a marqué à jamais l'Australie et qui nous rappelle à quel point le système peut parfois faillir. Et si ce récit t'a marqué, partage-le, mets un pouce bleu, laisse un commentaire avec le mot Australie et surtout abonne-toi à Crimes Obscurs FR. On continue ensemble à creuser les ondes d'ombre. Merci de ton écoute. À bientôt, pour une nouvelle affaire aussi dérangeante que nécessaire.